Yo, c'est Virus, vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. You walk it like I talk it, walk it like I talk it. Hey. Virus, bienvenue chez Click. Merci. On te reçoit parce que tu sors aujourd'hui, vendredi 18 mars, ton deuxième album, Postscriptum. Il est disponible depuis minuit. Ces jours de sortie pour toi, dans quel état d'esprit est-ce que tu es? Bah, content, hein. Content. Forcément, un album, c'est une aventure qui prend du temps. Donc, quand on est à l'aboutissement, il y a quand même un petit soulagement que ce soit fini. Et voilà, pressé que les gens puissent l'écouter, d'avoir leur retour et de continuer à propager ça, quoi. Ok. T'as déjà commencé à avoir des premiers retours dessus? Ouais, les premiers retours sont cool, hein. Franchement, plus que ce que j'attendais, dans le sens où je pense que quand tu bosses un album, t'es un peu en autarcie. Donc, tu n'as plus l'habitude des retours, forcément. Et il y a toujours une part de doute. Ça veut dire quand tu sors un projet, même si toi, tu es content du projet, je ne sortirai pas quelque chose dont je ne suis pas fier, mais il y a toujours le fait que le public décide et c'est le public qui a le dernier mot. Donc, le fait d'avoir des très bons retours, que ça plaise aux gens, que la direction que j'ai prise aussi sur certains morceaux, voilà, la cohérence globale, la couleur qu'on a essayé de donner, ben, soit comprise par le public surtout, ça fait super plaisir, quoi. Ok. Bah, écoute, je te propose, sans plus attendre, d'entrer dans le vif du sujet et d'écouter un extrait du projet que tu as dévoilé il y a quelques mois déjà, c'est DSK. Yes. J'ai pas besoin d'un piédestal. 640 bitch, J'investis car la pierre est stable. c'est pour la money bitch. T'es bientôt mort comme PS4. Bientôt dead. Si tu parles trop, ils te piègent comme DSK. Quand les keufs contrôlent en ville, ça dérape comme un RS4. L'enfer est plus chaud que le bain de Jérém Star. Tu veux prendre la place du boss, prépare-toi car la guerre est sale. Un jour t'es là, puis on t'oublie comme DSK. Un jour, t'es là, puis on t'oublie comme DSK. Dans la musique, aujourd'hui, tout va très vite, et a fortiori dans le rap, où il y a des nouveaux artistes qui apparaissent et qui disparaissent sans arrêt. Est-ce que toi, l'oubli, c'est quelque chose qui t'effraie? Qui m'effraie, non, mais c'est quelque chose dont je suis conscient. Donc ça veut dire que je suis conscient du caractère éphémère du milieu artistique. D'un jour à l'autre, on peut vraiment t'oublier. Il suffit de pas grand-chose. Et je dis du milieu artistique, mais quand je dis un jour t'es là, puis on t'oublie, ça peut être le milieu artistique, ça peut être la mort, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être... J'essaye souvent de mettre plusieurs lectures aux phrases, et là, c'est un bon exemple. Donc, c'est juste pour dire que rien n'est acquis, en fait, et que rien n'est promis. Donc, faut pas non plus être dans une situation, dans un excès de confiance. Faut rester humble, parce que, voilà, ce qu'on a aujourd'hui, on n'est pas sûr de l'avoir demain. Donc, faut rester humble et travailler, quoi. Et dans la musique, comment est-ce que tu fais pour essayer de faire en sorte qu'elle soit pas inoubliable, mais en tout cas qu'on n'ait pas tendance à la zapper comme ça peut parfois être le cas? Je pense que j'essaie juste de rester moi-même. Ça veut dire que je pense que la chose que je vais le mieux savoir faire, c'est les choses qui me caractérisent. Ça veut dire le rap qui me caractérise, qui me ressemble, les références qui me ressemblent. C'est sûr que si j'essaye de faire le style de quelqu'un d'autre, je serai jamais aussi bon que l'original. Donc j'essaie juste de rester moi-même, de rester spontané dans mes choix. Et puis voilà, je me dis que si les gens adhèrent à ma personnalité, adhèrent à ce que j'essaie de proposer, ben, il y aura une durée de vie à la musique. C'est des morceaux qui vont peut-être les toucher. Il y a des morceaux plus égo-trip sur lesquels ils vont peut-être plus s'amuser, s'ambiancer. Il y a des morceaux qui sont plus deep, on va dire, plus profonds dans les lectures. Donc je pense que c'est en restant toi-même que tu vas le plus toucher les gens, parce que essayer de faire quelque chose de construit autour des attentes supposées du public, ça va peut-être marcher dans l'instant, mais je suis pas sûr que c'est quelque chose qui va marquer les gens dans le temps, parce que tu l'as réfléchi en mode « Ok, en ce moment, c'est ça qui marche, je vais essayer de faire un titre comme ça. Ah, je crois que ce mot-là, en ce moment, les jeunes l'utilisent, je vais l'utiliser. » Ça, moi, j'y crois moyennement. Je pense que c'est pas quelque chose qui permet aux morceaux de durer. Pour moi, ce qui fait durer les morceaux, c'est les émotions, le fait d'être vrai dans ce que tu racontes. Et voilà, pour moi, c'est ça, hein. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Est-ce qu'on y arrivera? Il n'y a que le futur qui nous le dira, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire modestement. Depuis le début de ta carrière, tu es plutôt régulier au niveau des sorties. On a droit à un projet tous les ans ou tous les 2 ans. En parallèle de ça, ton rap, il dit beaucoup de choses. Tu as une écriture qui est assez dense. Comment est-ce que tu arrives à toujours raconter de nouvelles choses, à trouver des flows inédits, tout en conservant une certaine régularité? Je sais pas, je pense que c'est, comme je te disais, c'est naturel, c'est spontané. Je suis quelqu'un je m'intéresse à beaucoup de choses.
Tu vois, je m'intéresse à beaucoup de sports différents. Quand je m'intéresse à quelque chose, j'ai tendance à faire des fixettes dessus et essayer de connaître en profondeur. Je m'intéresse à beaucoup de musiques différentes. Je m'intéresse à plein de séries, plein de films, à la vie en général. Donc je pense que si tu vis beaucoup de choses, tu rencontres beaucoup de choses différentes dans la vie, beaucoup de personnes différentes, ça t'inspire forcément. Donc je pense que c'est ce qui fait que j'arrive à toujours avoir de l'inspi, à toujours voilà, créer de nouvelles nuances, parce que je pense que si tu regardes, il y a une évolution, mais qui reste dans une certaine couleur globale. Et après, c'est des petites nuances que j'essaie d'apporter pour pas que ce soit toujours la même chose, mais pour pas qu'il y ait de grand écart non plus, et pour que les gens, quand ils viennent écouter du Virus, ils n'aient pas l'impression d'écouter un autre rappeur à chaque période différente, tu vois. Pour moi, c'est un truc très important, la cohérence et le fait d'être en accord avec la personne que je suis dans mon rap, tu vois. Justement, Postscriptum, c'est ton 2e album, mais ça fait un moment que tu rappes. Tu sors des disques depuis 2011, donc ça fait déjà 11 ans. C'est ça. Est-ce que tu es toujours aussi amoureux du rap qu'à tes débuts? Ouais, je pense que le rap, que tu le veuilles ou non, il y a des moments où tu as des déceptions liées à peut-être ton parcours, peut-être l'industrie. Il y a mille et une façons d'être déçu dans le rap, mais la vérité, quand c'est quelque chose qui... Quand tu as vécu des choses fortes, des émotions fortes, quand tu as vraiment aimé des morceaux, tu as kiffé des rappeurs, tu as pu les rencontrer, tu as eu des évolutions dans ta carrière, je pense que c'est quelque chose qui bouge pas, tu vois. C'est quelque chose qui est en toi maintenant et que tu le veuilles ou non, tu kifferas toujours le rap. Après, c'est à toi de l'accepter ou non. Ça veut pas dire que tu en feras toute ta vie, mais ça veut dire que ça aura toujours une place spéciale dans ta tête et dans ta vie, tu vois. C'est sûr que écouter du rap du jour au lendemain comme un simple auditeur, je pense que c'est difficile quand ça a bercé ta vie. Moi, ça fait 10 ans que c'est dans ma vie. Ça fait 5 ans, on va dire que c'est dans ma vie vraiment à plein temps. C'est sûr que voilà, mieux vaut vraiment aimer ça, parce que si tu dois faire ça tous les jours et que tu n'aimes pas ça, autant aller à l'usine. Donc bien sûr. j'ai la chance de toujours autant aimer ça. On va évidemment parler de ton projet, mais j'ai aussi envie de faire un petit retour en arrière. On dit parfois que derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais je pense qu'on peut aussi dire que derrière chaque rappeur, il y a un grand frère. Toi, est-ce que tu peux me raconter un peu le rôle qu'a eu ton grand frère dans ta passion pour cette musique? Franchement, il a un rôle essentiel, dans le sens où je pense que si j'avais pas eu de grand frère, déjà, j'aurais peut-être jamais rappé, clairement. Moi, à 5-6 ans, tu vois, je pense que ça dépend de l'éducation, mais tu vois, à 5-6 ans, chez moi, ça mettait du Tupac, ça mettait... tu vois, donc ça veut dire que j'ai grandi dans un cadre où j'ai baigné très tôt là-dedans. Mon grand frère, donc, c'était quelqu'un qui fait vraiment le rap, qui m'a appris depuis petit, 7-8 ans. J'écoutais déjà Jay-Z, Mobb Deep, Nas, Wu-Tang, Time Bomb, tout ça, j'étais déjà dedans. Et mon premier freestyle à la radio, j'avais 8 ans, je crois. La première fois que j'ai freestylé, après, c'était pas sérieux. J'ai lâché, j'ai recommencé le rap à peut-être 18 ans, on va dire. Mais toutes ces années-là, j'étais constamment des gens qui freestylaient, des studios, donc j'ai tellement baigné dans ça que ouais, c'est mon grand frère qui a clairement fait mon éducation, qui m'a appris aussi la manière de travailler, même le côté de la discrétion. Je pense que tout le monde me prête, tout le monde me dit t'es quelqu'un d'assez discret, etc. Je pense que ça vient de lui aussi. C'est quelqu'un qui a toujours été discret dans ma manière d'être, dans ma manière de travailler, dans ma manière de m'exposer sur les réseaux, etc. Je pense que tout ça, inconsciemment, c'est des choses que j'ai reproduites par mimétisme. Donc clairement, il a une place essentielle et primordiale. Et aujourd'hui, il est encore présent à tes côtés, il me semble. Toujours. De toute façon, ça ne bougera jamais, tu vois. Même si j'avais envie que ça bouge, c'est mon frère. Donc dans tous les cas, la question, elle ne se pose pas déjà. Et concrètement, sur ta musique, il a quelle place aujourd'hui? Il a une place de bras droit, il a une place de conseiller, il a une place de DA, il a une place de... C'est lui qui me dit ça, c'est bien. Non, le morceau là, il est faible. Le morceau là, t'es faible. C'est pas ton vrai niveau. Là, t'es feignant aujourd'hui. Là, c'est la personne qui peut me dire, me faire comprendre une chose en une phrase. Et de toute façon, comme il y a le respect du grand frère, de un, je le prends pas de la même manière. Et puis au-delà de ça, je pense que c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien la musique. Donc il a toute la crédibilité de me dire les choses. Je l'écoute, donc forcément, c'est pour ça qu'il y a toujours... on essaie de bosser une cohérence sur les projets. Je sais que lui, il a été essentiel sur plein de choses. Ça veut dire que je pense que sans lui, je n'aurais pas fait toutes les choses que j'ai pu faire. Clairement, que ce soit dans ma direction, que ce soit dans mes choix. Il y a des moments où je me perdais un peu. J'avais envie d'aller dans des choses différentes. C'est lui qui me cadrait, qui me disait « Non, en gros, ça, c'est pas pour toi. Reste là où t'es mieux. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu le comprends pas, mais avec le temps, tu vas voir que c'est un marathon, c'est pas un sprint.
Donc pense long terme, cohérence, aide toi-même. Ça veut dire que les choses qui, aujourd'hui, sont les plus importantes pour moi, je me rends compte même en te le disant là, que clairement, c'est à lui que je dois tout. De toute façon, il le sait. Tu as mentionné aussi cette histoire de freestyle radio à 8 ou 9 ans. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment... Enfin, de quoi parlait ce texte? À 8 ou 9 ans, de quoi on Franchement, tout ce que je peux te dire, c'est que... En fait, je pense qu'à l'époque, je regardais les infos de ouf. Ça veut dire que j'ai retrouvé un cahier de texte, mais là, je crois que je devais avoir 10 ans. Et je parlais grave des infos. Ça veut dire, je parlais grave des guerres, je parlais la guerre du Golfe, la guerre froide. Je me souviens que j'ai dit Raphaël Mesrahi dans mon texte. Je peux pas te dire pourquoi, mais je peux te dire que je l'ai dit. Je me souviens plus du texte, mais j'ai des petits flashs, en fait. Et c'est ça qui choquait les gens un peu parce que j'étais déjà dans un truc de name dropping, de voilà, dire des noms, citer des... Je parlais plus de la guerre, de la politique, beaucoup de joueurs de basket aussi, parce que quand j'étais petit, j'étais... Voilà, mon grand frère, il kiffait de ouf le basket, donc ça veut dire que moi, j'étais amené à connaître trop de joueurs, etc. Donc ça veut dire que j'avais... En fait, je me rends compte aujourd'hui que le rap que j'ai aujourd'hui, à 8 ans, je ne vais pas dire que j'avais le même, mais j'avais la même mécanique, j'avais la même logique de citer les mêmes choses et de citer des noms, alors que, très sincèrement, sans faire l'avant-gardiste, c'est pas une époque où ça se faisait beaucoup. Moi, je pense que c'est Time Bomb en France, les premiers que j'ai entendu avoir un rap avec beaucoup de name dropping, de joueurs de foot, de skieurs, de n'importe quoi. Et c'était pile à cette époque-là, vu que c'était fin des années 90. Donc forcément, je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup influencé vers la route que j'ai prise. Aujourd'hui, je pense qu'avec les instrus, etc., ma musique s'en détache, mais dans les refs et tout, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ok. Donc, plusieurs années après, en 2011, tu sors ton premier disque, Nouvelle Aube, ça ressemblait à ça. Choqué, mais à qui le dis-tu? Tous ceux dont se font la crête, zappe le style bitume, abonné à la piture. Les jeunes piavent pour ne pas être banal, et les cadavres viennent décorer le canal. Blindés de balafres, nos cœurs sont des trésors de torture. Les poumons ne coffrent pas de drogue dure. Alors on s'encrasse sans céder, on s'embrasse sans s'aimer, on s'enflamme sans guetter plus, on s'encasse. Quand tu entends ça à nouveau, quel souvenir est-ce que ça fait remonter chez toi? Ah, franchement, c'était... J'ai envie de te dire, paradoxalement, c'était la meilleure époque. C'était la meilleure époque parce que c'est le moment où tu commences dans l'inconnu. Il y a des gens qui disent « Ah, mais tu rappes, toi ?» Tu sais, cet effet de surprise, tu l'as qu'une fois. Donc, c'est le meilleur moment. Puis, je fais un gros big up à J-Kid. Donc, on peut le voir dans le coin sur la pochette. C'est lui qui a fait toutes les instrus. C'est aussi, à la base, un ami de mon grand frère, donc qui est plus âgé que moi, qui fait des instrus. Pour moi, c'est un génie. C'est lui aussi qui m'a apporté beaucoup. Tu vois, si je devais dire les deux personnes qui m'ont vraiment construit, c'est mon grand frère, bien sûr, mais J-Kid aussi, parce que c'est lui qui m'a fait rapper sur des instrus. Moi, j'étais très new-yorkais, je voulais rapper que sur des trucs sombres, violon, etc., new-yorkais. Et c'est lui qui m'a un peu ouvert, qui m'a fait rapper sur des trucs plus J. Dilla, sur des références que je connaissais pas nécessairement à cet âge-là. Donc lui aussi, je dois lui faire un gros big up. Et ouais, c'était la meilleure époque. Hein. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, le début des années 2010, c'est un peu un carrefour pour le rap. C'est un moment où il y a des chansons qui deviennent des hymnes, c'est l'âge d'or de la section d'assaut. Toi, t'arrives dans cette musique-là avec un style très froid, très new-yorkais, un peu old school en fait. Est-ce que dès le départ, tu t'es senti un peu en décalage avec le reste du rap français? Bah après, moi, ce qu'il faut noter, qui est très important, c'est que je viens de Dunkerque. Et Dunkerque, c'est une ville déjà qui est froide, j'apprends rien à personne. Mais au-delà de ça, nous, entre nous, on se dit toujours que c'est Détroit. Si je devais la comparer à une ville, parce que c'est une ville industrielle, c'est une ville froide, et les sonorités de Détroit, c'est très froid, c'est très sombre, et c'est aussi une ville où il y a beaucoup de gens, c'est les lyrics. C'est plus les lyrics que le style, que là où d'autres villes comme Atlanta, ça va plus être porté sur des trucs festifs, ou le style, etc. Détroit, c'est vraiment l'écriture. Des rappeurs comme Elza, Eminem, Royce da 5'9". Et je pense que le fait que toujours entre nous on compare ça, moi je me suis mis dans un truc, ok, moi ça doit être l'écriture, il faut que l'écriture, on soit chaud, il faut que ce soit bien écrit, il faut que ça dise des choses, mais toujours dans ce truc froid. Il y a un lien direct entre la ville d'où je viens, les gens avec qui j'ai grandi, et forcément la musique que j'ai fait. Après, pour rebondir sur ta question, ouais, c'est sûr que c'était un peu un décalage, mais ça m'a permis aussi directement de me connecter à des gens. Par exemple, tu vois, Alpha One, on se connaît depuis cette époque-là. Frisk Orleans, on se connaît depuis cette époque-là, depuis début 2010, parce que tout de suite, comme on est moins à aller dans cette direction, on se voit tout de suite. Ça veut dire qu'ils entendent mon son, ils savent très bien qu'on écoute les mêmes trucs, que je suis un grand fan de certains rappeurs américains et les mêmes qu'eux.
Tu vois, donc je pense que quelque part, faut pas avoir peur, et je pense que ça peut valoir pour tout le monde, peu importe le domaine, d'aller dans un chemin alors que tu es tout seul, parce que tu penses toujours être tout seul jusqu'à ce que tu y ailles et que tu rencontres d'autres personnes comme toi. Alors que si tu suis le même chemin que tout le monde, vous êtes tellement que tu vas pas créer de lien avec, dans une foule de 50 000 personnes, c'est plus dur de créer des liens que dans un groupe de 10 personnes, tu vois. Donc sur ça, je suis content du chemin que j'ai pris, et franchement, je ne le regrette pas du tout. Ouais, Droit dans ta ligne. Ouais. En tout cas, même si on peut parfois. Enfin, tu as commencé par du rap old school, mais aujourd'hui, tu rappes notamment sur des prods qui sont, je trouve, très actuels. Comment est-ce que tu travailles avec les beatmakers? Quelle sonorité tu vas chercher avec eux? Ben, en vrai, tu vois, comme je te disais, moi, je suis un amoureux du rap, donc j'écoute tout ce qui se fait. On va dire, j'écoute beaucoup de ce qui se fait, surtout aux États-Unis, mais même en France, en vérité, j'écoute beaucoup ce qui se fait. Et moi, je pense qu'il est important de rester actuel, relevant, comme ils disaient les Américains, parce que l'époque, elle évolue, le public, il évolue, les genres évoluent aussi. Et j'aime beaucoup la base du hip-hop, mais pour moi, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, c'est juste différent. Et je pense qu'avec les beatmakers d'aujourd'hui, tu peux trouver des bons mélanges entre de la musique moderne, mais qui a beaucoup d'émotions. Donc pour moi, l'émotion, c'est un peu le côté old school, et les drums qui tapent, etc., c'est un peu le côté actuel. Moi, c'est toujours ce que j'essaie de faire, c'est un mélange entre le futur et le passé. Pour moi, parce que le présent, ça veut rien dire, dans le sens où, pour moi, la musique actuelle, c'est dans le futur que tu te dis « Ah, mais en fait, en 2020, c'était ça, la musique. » Là, on n'est pas encore conscient, parce qu'il y a tellement de genres que la vérité, c'est que la musique de 2020, c'est celle dont on se souviendra en 2030. Tu vois? Donc moi, j'essaie juste de faire un mix des choses que j'aime. Et très sincèrement, quand je vais en session maintenant avec des beatmakers, je kiffe ce qu'ils font. Je vais te dire, ben voilà, venez, on va au studio, fais-moi écouter les prods que t'aimes bien. Les prods, même si, tu vois, la prod que tu fais écouter à tout le monde, que personne n'en veut, ben celle-là, fais-la moi écouter. Ou la prod que t'aimes le plus. Parce que c'est une question d'émotion, et souvent, quand la prod que le beatmaker, il se dit, non, mais cette prod-là, je sais pas, elle a un truc spécial. Et tout le monde la zappe parce que tout le monde cherche un format bien précis. Il me faut un piano comme ça, comme ça, comme ça. J'essaye de pas réfléchir, de faire plus à l'émotion, à l'instinct. Et si la prod, elle me parle, on y va. Là où avant, j'étais plus hésitant, je savais pas trop. Maintenant, c'est de l'instinct, de la spontanéité. Je pense qu'il y a pas mieux que ça pour la musique, de toute façon. Pour revenir à l'album, une des prods qui m'a particulièrement plu, c'est celle de 5%, et elle est signée Dolpha. On écoute. Yes. Je suis silencieux comme Tesla, j'anticipe comme Ify ou Nesta. Je suis un prodige des mots, n'est-ce pas? Je suis comme Trey Young sur le step back. Pas le temps pour les FaceTime, je fais le Khalis, je fais le peso. Je suis dans le secteur, je suis dans le vaisseau. Bitch, tout le charme est dans le défaut. J'aime les billets vers le RR blanc. Toucher plus de quicheta qu'une caissière quand. On parle de cash, c'est cool, mais je préfère quand leur fait briller mes yeux comme de Fénergan. Dans ce morceau, tu rappes, tout le charme est dans le défaut. Moi, je trouve que dans ton écriture, il n'y a pas vraiment de place pour le défaut. Tout est très millimétré. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu travailles cette écriture-là? Est-ce que tu pars du freestyle pour aller au texte, ou est-ce que tu as besoin d'écrire avant de pouvoir rapper? Ben, je pense qu'il y a eu une évolution, tu vois. À la base, j'étais quelqu'un de très scolaire. Ça veut dire que j'écrivais feuille, papier, fallait que j'écrive, que je calcule, ok, là c'est bien. J'étais plus dans une obsession de multisyllabique, il faut que ça rime et tout. Et plus j'ai évolué, plus je me suis dit, comme je te disais juste avant, c'est aussi de l'émotion. Donc des fois maintenant, j'admets de faire une rime moins belle, de faire quelque chose dans le flow qui est moins impressionnant, mais pour dire plus de choses. Je pense que c'est l'évolution que j'ai eue. Et aujourd'hui, je cherche plus à faire de la démonstration technique, en vérité. Maintenant, je rappe juste à l'instinct ce qui me vient. Et bah, ça dépend par contre pour la façon de la méthodologie, on va dire, ça dépend du moment. Il y a des fois où je vais juste devant le micro. Par exemple, tu vois, le son avec Freeze, on s'est mis devant le micro dans la cabine et voilà, on a fait deux phrases sur notre téléphone. Des fois, il m'arrive de penser à un refrain, d'y penser toute la journée sur la prod. Je suis pas chez moi, je vais au studio et c'est dans ma tête, je l'enregistre sans écrire. Des fois, il y a des couplets, ça dépend. En vrai, ça dépend de l'inspi, ça dépend du thème, tu vois. Il y a des thèmes où c'est un peu plus... Généralement, quand c'est un morceau poignant, bizarrement, je l'écris pas. Quand c'est un morceau plus sur l'émotion. Tu vois, il y a Crime Sensé, tu vois, qui est un long morceau. Effectivement. Bah ça, je l'ai pas écrit, par exemple, tu vois. C'est pas écrit du tout? En fait, le début, je l'ai écrit, genre les peut-être 16 premières mesures.
Et après, en fait, j'écris des fois la fin de phrase, le dernier mot, la dernière rime. Et je trouve que tu l'entends. Parce que tu sens que les placements, ils sont pas aussi précis que sur d'autres morceaux. J'aurais pu le reposer 1000 fois et faire... Mais j'aime bien justement le charme et dans le défaut. C'est des fois... Moi, je suis le genre de gars, quand j'enregistre un couplet la première fois, c'est quasiment toujours la prise que je garde. Même s'il y a des petites imperfections, je trouve que ça donne du charme parce que je le découvre en même temps. Donc si je fais une erreur ou si c'est pas parfait, ben, je trouve que ça donne un truc en plus que si je fais 600 prises après, elles seront peut-être toutes identiques, mais elles n'auront pas le même charme. Donc généralement, je repose jamais les morceaux, ce qui est un problème d'ailleurs pour, pour ceux qui travaillent avec moi. Mais je repose jamais les morceaux et je me fie souvent à la première lead que j'ai posée. Et voilà. En tout cas, sur cet album, une fois de plus, parce que c'est pas forcément quelque chose de nouveau, tu t'es entouré d'une solide équipe de rimeurs, et notamment de Freeze Corleone sur le morceau Cash. Malias dépasserait un poste 5. J'écris des images, je suis un genre de peintre. Il porte l'œil ou il porte plein de demandes à ça, je porte mes couilles, pas de porte-flingue. Malias dépasserait 5 corps de 5. On peut pas être stoppé par des portes simples. J'arrive plus lourd que tout le port de 5. Je me sens protégé quand je porte le flingue. Tout ce qu'il nous faut c'est des mallettes de cash. Reste serein quand le classe te flash. C'est vrai qu'en club il parle beaucoup, pourtant j'entends plus rien à chaque fois que la gâchette se fâche. Dossé une affronta, ça fait le flash. Je suis avec la loud, je suis avec le H. Pas de démon, je te l'ai déjà dit avec le H. Pétation multiplie le cash avec le cash. C'est pas ta première collaboration avec Freeze, ça fait plusieurs années que vous vous connaissez. Mais disons que depuis vos premiers morceaux ensemble, il a changé de statut. Son dernier projet, LMF, contre toute attente, a été certifié disque de platine. Qu'est-ce que son succès t'inspire? Franchement, je suis content pour T'as lui. été étonné ou pas tant que ça? Non. En vrai, enfin, oui et non. Je peux pas dire non sereinement en mode je l'avais prévu parce que ce serait faux. Mais au vu de son talent et au vu de... Voilà, c'est quelqu'un de très intelligent. Moi, je le connais depuis longtemps. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très en avance. Parce qu'il se renseigne sur beaucoup de choses. Il écoute beaucoup de rap comme moi, plein de styles. Il analyse. Donc, ça ne m'étonne pas de ce côté-là parce qu'il a charbonné pour. Il s'est donné les moyens. Et ça m'inspire. Je suis juste content pour lui. Hein. C'est un frérot, c'est vraiment une personne que j'apprécie. Parce que justement, tu parles de son changement de statut, mais nos rapports, ils n'ont jamais changé. Ça veut dire que je le connais depuis 2010, je pense, 2010-2011. Et nos rapports, ils sont exactement les mêmes que maintenant, ils vendent un CD ou 100 000 ou 100 millions. C'est la même personne avec moi. Donc ça m'inspire du respect, tu vois, parce que c'est facile de dire que tu changeras jamais quand tu es en bas, mais c'est quand tu es en haut qu'on voit la solidité de tes valeurs, tu vois. Et sur ça, lui, vraiment rien à dire, tu vois. Donc je suis trop content quand quelqu'un de talentueux et de droit réussit. Ça fait plaisir parce que moi, c'est des idéologies en lesquelles je crois. Donc forcément, voir un exemple, tu vois, de réussite comme ça peut que donner de l'espoir à ceux qui ont l'impression que ce milieu n'est pas fait pour les gens qui restent vrais, à ceux qui ont l'impression qu'on peut pas... Les gens talentueux sont boycottés et qu'on fait marcher que des produits, bah, il y a des exceptions, tu vois. Si c'est le cas, il y a des exceptions. Donc ça doit donner de l'espoir aussi aux gens qui font leur truc et qui se sentent incompris. Parce que pendant longtemps, je pense que lui, il a été un peu incompris, les gens ne captaient pas. Et une fois qu'ils ont capté, tout s'est ouvert d'un coup. Parce que le talent, ça fait 10 ans qu'il rappe extrêmement bien. Tu vois, donc je pense que ça doit être un motif d'espoir. Et voilà, c'est un bon exemple, je pense, pour... avec tous les styles de musique qu'il y a maintenant, beaucoup de jeunes rappent et ils n'ont pas forcément conscience que peut-être ils peuvent aller très loin, mais que s'ils ne croient pas en eux, personne ne le fera à leur place pour commencer. Donc franchement, non, respect, ça fait plaisir de fou. Là, depuis quelques années, on observe quand même un retour à un rap plus pur, plus technique, plus de kickage. Toi, à ton avis, c'est lié à quoi ce retour du rap dans le rap, en fait? Moi, je pense que c'est un peu comme... Pour moi, je vais donner encore cet exemple, je le donne toujours à tout bout de champ, mais tu vois, c'est un peu comme pour la mode. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait le tour, on revient au bas. C'est comme les Converse, c'est des cycles, en fait. Tous les 10-15 ans, ça va revenir à quelque chose de classique parce qu'en vrai, on essaye de trouver c'est quoi la nouvelle formule. Donc, on va faire l'afro-trap, on va faire ça, on va faire... maintenant, ça fait du compas, tu vois. Donc, on fait tous les styles et puis une fois qu'on se dit... on teste des formules, il y a un son qui marche. On teste 1000 fois de copier ce son-là, peut-être que 100 fois ça marche, les 900 fois d'après ça marche plus. On se dit, OK, bah, qu'est-ce qu'on fait? On teste une autre formule, et puis après on s'appuie sur quelque chose où on sait que ça a marqué des gens tellement durablement que, tu vois, c'est comme, je vois en ce moment, il y a beaucoup de reprises de sons de dance,
on reprend des mélodies de dance, de pop, de trucs des années 90, parce qu'on sait que comme c'est ancré dans le subconscient des gens, une fois que tu vas juste chuchoter le refrain et que les gens captent que c'est une mélodie qu'ils connaissent, ils sont beaucoup plus prêts à accepter le son. Donc, pour moi, le retour au rap, etc., c'est qu'au bout d'un moment, on a fait le tour, les gens savent plus quoi faire, donc ils reviennent à un truc plus brut, plus pur. Et ce qui est cool, c'est de voir qu'il y a des gens de toutes les générations qui peuvent adhérer, tu vois. Freeze Corleone qui est sur un truc purement rap, ou Alpha One, ou il y en a plein, tu vois, je cite 2 parce que c'est peut-être les 2 plus émergents, enfin, du moins c'est les 2 plus connus, 2 exemples les plus parlants. Je pense qu'ils n'ont pas que des fans de 30 ans et plus, ils ont des fans super jeunes qui adhèrent à ce truc de rap, sans concession, rap droit. Donc je pense que c'est une bonne chose parce qu'il faut aussi un peu de tout pour que la musique et la culture hip-hop, elles s'enrichissent. Tu as aussi plusieurs rappeurs belges sur le projet. Ouais. Il y a Caballero et Jean Jass et il y a un nouveau belge, Limsa Dolnay, qui est maintenant installé à Bruxelles. Lui, il est présent sur le morceau Wu-Tang. J'ai presque plus de time, je suis comme des ultras, je vais à la guerre mais j'ai presque plus de balles, je suis comme les X-Mois, j'ai presque plus de larmes. Tous les œufs sont morts, on dirait Tupac. Flow est tellement chaud, on dirait Dubaï. Les petits savent que le crime ça paye pas longtemps, mais ça leur passe au-dessus de la tête comme un tourac. Je ressens la douleur quand un coup saigne. Ça fait tout en noir, on dirait Bruce Wayne. Les petits ont connu 36 chambres, pourtant je peux t'assurer qu'elles ont jamais écouté le Wu-Tang. Sur tes projets précédents, on te disait parfois que tu parlais beaucoup d'argent. Là, moi, je trouve qu'une des choses qui revient le plus, c'est les petits, les petits peu. Du haut de tes 11 années de rap, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre aux petits peu, que ce soit dans le rap, la musique ou dans la vie en général? Tu vois, j'ai beaucoup parlé d'argent dans mes projets précédents et tout. Et en fait, c'est pas tant l'argent lui-même, tu vois. Les gens confondent souvent le truc de... Des fois, on flex un peu parce qu'on est des rappeurs, il y a de l'ego trip. Mais c'est surtout la réussite et le succès. Parce qu'il est matérialisé par ça dans notre société, par le fait d'argent, par t'as un gros compte bancaire, t'as une Rolex, t'as une Ferrari. Mais en vrai, c'est plus la réussite que j'essaye de traduire et aussi pour qu'elle se transforme en motivation. Donc moi, si j'ai modestement quelque chose à transmettre aux petits, et c'est pour ça que le truc des petits revient tout le temps, c'est que pour moi, j'ai été ce petit-là, en fait, tu vois. J'ai été ce petit qui écoutait des rappeurs en cherchant des fois des réponses à des questions que la vie ne me donnait pas. Et des fois, le rap, il m'a apporté des choses que peut-être j'aurais jamais eues. Par la suite, quand j'ai rappé, forcément, la musique, elle m'a permis de faire des choses que j'aurais peut-être jamais fait de ma vie. Tu vois, comme je disais, je viens de Dunkerque, donc je viens d'une petite ville où il n'y a pas de scène rap, il n'y a rien qui est mis en place pour les jeunes. Donc c'est aussi pour ça que je pense, et ça se ressent dans ma musique, j'ai de plus en plus cette volonté de transmettre, cette volonté de donner de l'espoir aux petits, de leur montrer qu'il y a plein de chemins, et surtout de croire en eux. En fait, c'est surtout ça le principal truc, c'est... Je suis un mec de Dunkerque et je me retrouve avec les rappeurs que vous kiffez. Je deviens des fois le rappeur que vous kiffez, mais moi j'étais au même endroit que vous. Et que ce soit à Dunkerque, mais c'est pareil pour toute la France, que tu rappes, que tu fasses des instrus, des clips, des photos. Pour moi, c'est juste une question de va à fond dans ton truc, laisse personne te dire que c'est impossible. Parce que la plupart du temps, ceux qui te disent que c'est impossible, c'est ceux qui n'ont pas essayé. Tout simplement, tu vois. Donc moi, c'est surtout ça qui m'anime en ce moment. Et même si des fois, il y a beaucoup d'ego trip et tout, je pense qu'il y a des choses à aller chercher derrière l'ego trip parce que c'est surtout souvent de la motivation, c'est surtout des valeurs ou des métaphores. J'ai compris que tu transmets beaucoup plus de choses avec une métaphore qui peut choquer ou qui peut faire sourire qu'avec une phrase premier degré. Tu vois, ça veut dire que si je dis de petites sœurs partent en couille, je pense que c'est moins parlant que dire les petites ont connu 36 chambres, pourtant elles n'ont jamais écouté le Wu-Tang. Le fait que ça fasse sourire ceux qui captent la ref, ils vont pas l'oublier, tu vois. Après, encore une fois, je fais pas de généralité tout ça, mais je pense que, tu vois, il y a une volonté de transmettre, d'avertir et surtout d'essayer de donner de l'espoir, tu vois. Donc pour moi, c'est ce qui manque un peu, surtout dans l'époque dans laquelle on est, tu vois, notre société, c'est de l'espoir, c'est que les jeunes puissent y croire en leur projet et qu'on arrête de toujours leur dire que c'est impossible ou tu vois, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'était J. Cole qui avait dit ça, c'était s'ils ne rient pas de tes rêves, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. C'est une phrase que j'aime beaucoup, tu vois. C'est une super conclusion. En tout cas, Virus, on te souhaite de contaminer le public avec ce nouvel album Postscriptum. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup. Merci à toi. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey.